Le système d'irrigation le plus efficace jamais conçu n'a pas été inventé par un ingénieur. Il n'a pas été breveté dans la Silicon Valley. Il n'a pas été financé par une subvention gouvernementale. Il a été décrit dans un texte ancien, pratiqué dans le désert du Negev. Et il coûte 3 dollars. Maria Gonzalez, une propriétaire terrienne de 54 ans à Tucson, en Arizona, a installé ce système en avril de l'année dernière. Son rendement en tomates a augmenté de 340%. Sa facture d'eau a baissé de 70%. Elle n'a pas touché à un tuyau d'arrosage depuis mai. 3 dollars, pas 300, pas 3000, 3 dollars. Ce système précède l'irrigation goutte à goutte moderne de 4000 ans. Il était utilisé par les agriculteurs nabatéens pour cultiver de la nourriture dans l'une des régions les plus arides de la planète, un endroit qui reçoit moins de 4 pouces de pluie par an. À la 4e minute, je vais vous montrer exactement comment le construire avec des matériaux que vous pouvez trouver dans n'importe quelle quincaillerie ou récupérer dans votre propre jardin. À la 11e minute, je vous montrerai le test de sol qui vous dira si votre terrain est prêt pour cela dès maintenant, ou si vous avez déjà habitué vos racines à pousser dans la mauvaise direction. Et à la 18e minute, nous parlerons de la raison pour laquelle tout ce que le jardinage moderne vous a appris sur l'arrosage détruit silencieusement la chose même que vous essayez de faire pousser. Ce n'est pas une astuce de jardinage. C'est une conception qui a été enterrée, littéralement, pendant 4000 ans. Genèse 2, 10 dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. La plupart des gens lisent cela comme de la poésie. Ce n'est pas de la poésie. C'est une spécification de conception hydraulique. L'eau s'écoulant d'une source centrale, se divisant en canaux, atteignant chaque recoin d'un espace cultivé. Ce n'est pas une métaphore de l'abondance spirituelle. C'est une description de l'irrigation souterraine par gravité. Le même principe que les ingénieurs ont redécouvert au XXe siècle et appelé goutte à goutte. Dieu n'a pas conçu l'Éden pour être arrosé par le haut. Il l'a conçu pour être arrosé par le bas. Lisez maintenant Deutéronome 11, 11. Mais le pays que vous allez traverser le Jourdain pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées qui boit la pluie du ciel. Remarquez le verbe « boit », pas un « reçoit », pas « collecte », boit. Un corps boit par absorption, à travers les tissus, par l'action capillaire qui attire l'humidité vers le haut depuis les profondeurs. Moïse n'écrivait pas un bulletin météorologique. Il décrivait le comportement du sol, la façon dont un sol sain et biologiquement actif attire l'eau vers le haut, à travers les espaces poreux, vers les zones racinaires, exactement comme une éponge aspire un liquide contre la gravité. Ces deux versets, pris ensemble, vous donnent un principe d'irrigation complet. Verset 1. Distribuez l'eau horizontalement par des canaux au niveau du sol ou en dessous. Verset 2. Laissez le sol attirer cette eau vers le haut dans la zone racinaire par tension biologique. Pas de pompe, pas de conduite sous pression, pas d'électricité. Juste la gravité et la biologie, les deux forces que Dieu a intégrées dans le sol au commencement. Voici ce que cela signifie en termes physiques. Un sol limoneux sain contient environ 25% d'espace d'air en volume. Cet espace d'air crée une pression négative, ce que les pédologues appellent le potentiel matriciel. Lorsque l'eau est introduite en profondeur, ce gradient de pression attire l'humidité vers le haut et vers l'extérieur en direction des zones sèches, à la poursuite de la racine. La racine n'a pas besoin d'être inondée. Elle a besoin d'être appelée. Ce n'est pas une observation spirituelle. C'est de la physique des sols mesurables. Et c'est exactement ce que les anciens agriculteurs du Negev avaient compris. Non pas en termes scientifiques, mais par des résultats pratiques. Ils ont taillé des canaux en pierre appelés talmidim dans les collines. Ils ont construit des terrasses de micro-captage. Ils ont placé l'eau en profondeur et ont laissé la terre faire le reste. Ils ont cultivé du blé, des raisins et des olives dans un désert qui reçoit moins de précipitations que Phoenix, en Arizona. Non pas parce qu'ils étaient chanceux, parce qu'ils étaient précis. Les Écritures n'ont pas inspiré ce système. Les Écritures l'ont décrit. Parlons de ce que dit réellement la recherche. En 1987, l'université Ben Gurion du Negev a publié des conclusions sur l'ancienne agriculture de ruissellement nabatéenne dans les hautes terres centrales du Negev.
Les chercheurs ont documenté plus de 17 000 acres de fermes, de micro-captage à canaux de pierre fonctionnels, toujours structurellement intacts après 2000 ans d'abandon. Les fermes produisaient des rendements agricoles mesurables dans des régions recevant à peine 3,9 pouces de précipitations annuelles. 3,9 pouces. Le jardin américain moyen reçoit cette quantité d'eau lors d'un seul orage d'été, et ces fermes nourrissaient des villes. Le mécanisme n'était pas magique. Les chercheurs ont identifié 3 facteurs physiques fonctionnant en combinaison. Premièrement, le ruissellement de surface était capté et dirigé vers des bassins plantés selon un ratio de 17:1, ce qui signifie que 17 pieds carrés de zone de captage alimentaient chaque pied carré de sol planté. Deuxièmement, l'eau était distribuée à la surface du sol à l'intérieur d'un bassin, permettant une infiltration verticale lente plutôt qu'une perte par évaporation latérale. Troisièmement, les bassins étaient tapissés d'un paillis de petites pierres, un pavage désertique, qui réduisait l'évaporation de surface jusqu'à 73%. 73%. Ce chiffre provient d'une étude, pas d'une estimation, une mesure contrôlée sur le terrain. Avançons maintenant jusqu'en 1991. Le rapport de l'EPA sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau en agriculture a documenté que les systèmes d'arrosage par aspersion conventionnelle perdent entre 30% et 50% de l'eau appliquée par évaporation avant même qu'elle n'atteigne la zone racinaire. Dans les climats arides pendant les mois d'été, ce chiffre grimpe à 65%. Vous arrosez l'air. Plus de la moitié de chaque gallon que vous appliquez n'atteint jamais une racine. Le système ancien perd moins de 10%. En 2004, des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont mesuré la rétention d'humidité souterraine dans des sols limoneux amendés à l'argile après une application d'eau à faible volume en un seul point. Ils ont découvert qu'une seule application de 2 litres à 6 pouces de profondeur créait un bulbe d'humidité de 14 pouces de diamètre en 24 heures, sans aucune perte par évaporation de surface. L'eau se déplaçait entièrement par action capillaire. Aucune pression de pompe n'était requise. 14 pouces d'hydratation à partir de 2 litres d'eau. Comparez cela à l'application par aspersion, où Lucy Davis a mesuré une moyenne de 40% de ruissellement et 35% d'évaporation sur le même type de sol. Cela signifie qu'un système d'arrosage conventionnel nécessite environ 3,2 fois plus d'eau pour atteindre la même humidité dans la zone racinaire qu'une application ponctuelle souterraine. 3,2 fois. Ce n'est pas un écart d'efficacité, c'est un défaut de conception. Voici maintenant le mécanisme en langage clair. Lorsque l'eau est appliquée par le haut, par un arroseur, par un tuyau, par la pluie, elle doit traverser la zone d'évaporation. Cette zone s'étend de la surface du sol jusqu'à environ 2 pouces de profondeur. En plein soleil à 90 degrés Fahrenheit, l'évaporation d'un sol nu extrait environ 0,25 pouces d'humidité par jour de cette zone. Sur une plate-bande de 100 pieds carrés, cela représente environ 1,5 gallons par jour, perdu dans l'atmosphère avant qu'une seule racine ne boive. Lorsque l'eau est appliquée en dessous de cette zone d'évaporation, à 4 ou 6 pouces de profondeur, elle contourne entièrement cette perte. Elle entre directement dans le réseau capillaire. Le potentiel matriciel du sol sec au-dessus de la source d'eau crée une tension vers le haut. L'eau grimpe, la racine l'intercepte. La plante ne subit jamais de stress de surface. Le sol ne forme jamais de croûte. La zone d'évaporation reste sèche, ce qui supprime également la germination des mauvaises herbes, car les graines de mauvaises herbes ont besoin d'humidité en surface pour germer. Un mécanisme. 4 avantages simultanés. Utilisation d'eau réduite. Hydratation des racines améliorée. Pas de croûte du sol. Suppression des mauvaises herbes. Ce n'est pas une nouvelle découverte. Une étude archéologique de 2019 publiée dans le Journal of Arid Environments a confirmé que les systèmes de canaux souterrains, nabatéens dans le sud de la Jordanie, maintenaient une humidité fonctionnelle du sol à 6 pouces de profondeur jusqu'à 21 jours après un seul événement pluvieux de 0,4 pouces. 21 jours. À partir de moins d'un demi-pouce de pluie, le sol se souvenait de l'eau. Ce n'est pas de l'agriculture primitive, c'est de l'ingénierie de précision, gravée dans la pierre, 4000 ans avant le dépôt du premier brevet d'irrigation. Avant d'installer quoi que ce soit, vous devez savoir avec quoi vous travaillez. 2 tests, 5 minutes. Aucun équipement que vous ne possédez pas déjà. Test 1. Le test du bocal.
Allez chercher un bocal en verre, un bocal transparent, d'au moins 1 litre. Allez à votre plate-bande. Creusez à 6 pouces de profondeur. Retirez une poignée de terre de cette profondeur, pas de la surface. À 6 pouces de profondeur. Remplissez le bocal au tiers avec cette terre. Remplissez le reste avec de l'eau. Mettez le couvercle. Secouez-le vigoureusement pendant 60 secondes. Ensuite, posez-le sur une surface plane et n'y touchez pas pendant 24 heures. Revenez demain. Voici ce que vous verrez. La couche inférieure est du sable. Elle se dépose dans les 2 premières minutes. La couche intermédiaire est du limon. Elle se dépose dans l'heure. La couche supérieure est de l'argile. Elle peut encore être trouble après 24 heures. Ce que vous mesurez, c'est la capacité capillaire de votre sol. Un sol composé à plus de 40% d'argile déplacera l'eau lentement, mais il la retiendra longtemps. Bon pour les climats secs. Difficile d'y faire une installation sans pré-trempage. Un sol composé à plus de 60% de sable déplacera l'eau rapidement, mais ne la retiendra pas. Vous aurez besoin d'un amendement organique avant que ce système n'atteigne sa pleine efficacité. Un sol limoneux équilibré, environ un tiers de sable, un tiers de limon et un tiers d'argile, est idéal. Ce système fonctionnera à son efficacité maximale dans un sol limoneux dans les 7 jours suivant l'installation. Notez ce que vous voyez. Vous en aurez besoin à la 11e minute. Test 2. Le test de compactage. Prenez un drapeau de marquage métallique standard, le genre utilisé pour le marquage des services publics. Vous pouvez trouver un paquet de 100 pour 4 dollars dans n'importe quelle quincaillerie. Ou utiliser un morceau de fil de fer rigide coupé à 12 pouces. Enfoncez-le tout droit dans la terre de votre jardin d'une seule main. Sans outil, juste avec la pression de la main. S'il s'enfonce de 6 pouces sans résistance, votre sol a une structure acceptable pour ce système. S'il s'arrête avant 4 pouces, votre sol est compacté. L'eau ne peut pas s'y déplacer efficacement. Vous avez besoin d'un cycle d'ameublissement en profondeur avant l'installation. Une fourche à bêcher enfoncée de 8 pouces et basculée, sans retourner la terre. Répétez tous les 6 pouces à travers la plate-bande. C'est tout. Pas de labour, pas de produits chimiques. S'il s'arrête avant 2 pouces, votre sol est sévèrement compacté ou présente une couche dure. Vous avez peut-être un problème de caliche si vous êtes dans le sud-ouest. Nous aborderons cela dans une future vidéo. Pour l'instant, construisez une plate-bande surélevée de 10 pouces de profondeur par-dessus et installez-y le système. Installation. Le système d'irrigation souterraine biblique à 3 dollars. Voici ce dont vous avez besoin. Un pot en terre cuite non vernissée. Diamètre standard de 6 pouces. Coût 1,20 dollars à 2,50 dollars dans n'importe quelle jardinerie ou quincaillerie. N'utilisez pas de pot vernissé. Les pots vernissés ne suintent pas. Vous avez besoin de la paroi poreuse. Une soucoupe en terre cuite. Même diamètre. Coût 0,5 dollars à 1 dollar. C'est toute votre liste de matériel. Ce dispositif s'appelle une ola. Il est mentionné dans d'anciens textes agricoles à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les archéologues ont récupéré des olas intactes sur des sites en Israël, en Jordanie, en Iran et au Pérou, datant toutes de 2000 à 4000 ans. Même conception, même fonction, sur chaque continent, dans chaque climat sec. L'ola suinte, c'est le terme technique. L'eau se déplace à travers la paroi en terre cuite non vernissée par action capillaire à un rythme déterminé par la propre tension d'humidité du sol. Lorsque le sol environnant est sec, le différentiel de pression est élevé et l'ola suinte plus rapidement. Lorsque le sol atteint une humidité adéquate, le différentiel chute et le suintement ralentit automatiquement. L'ola s'autorégule. Pas de minuterie, pas de capteur, pas de batterie. Le sol lui indique la quantité à libérer, chaque heure, chaque jour, automatiquement. Installation, étape par étape. Étape 1. Bouchez le trou de drainage au fond du pot. Utilisez un petit morceau de mastic de plombier ou un bouchon en caoutchouc coupé à la taille du trou. Coût 0 $. Vous avez probablement déjà les deux. Sinon, un petit pot de mastic de plombier coûte 3 $ et permet de sceller 40 pots. Étape 2. Creusez un trou dans votre plate-bande de 7 pouces de profondeur et légèrement plus large que le diamètre du pot. Faites-le avant de planter ou entre les plantes existantes avec précaution. Étape 3. Placez le pot dans le trou. Le rebord doit se situer à 1 pouce au-dessus du niveau du sol.
Cela empêche les débris de surface d'y pénétrer et vous permet de le remplir sans vous agenouiller. Étape 4. Remblayez doucement autour du pot. Tassez légèrement la terre contre la paroi extérieure. Vous voulez un contact total de la terre avec la surface du pot. Pas de poche d'air. Les poches d'air rompent la connexion capillaire. Étape 5. Remplissez le pot d'eau. Placez la soucoupe à l'envers sur le dessus en guise de couvercle. Cela réduit l'évaporation par l'ouverture supérieure d'environ 90%. Une petite pierre posée dessus l'empêche de bouger avec le vent. Étape 6. Remplissez tous les 3 à 5 jours selon la température et le type de sol. C'est l'installation complète. Temps requis, 12 minutes par Ola. Coût par Ola, $2,50 à $3,50 entièrement installé. Une Ola irrigue un rayon de 2 pieds, environ 12 pieds carrés de zone racinaire. Pour une plate-bande surélevée standard de 4 par 8 pieds, vous avez besoin de 3 Olas. Coût total, moins de $10. Dans les 24 heures, le sol à moins de 6 pouces de la paroi de l'Ola atteindra sa capacité au champ. Vous ne verrez peut-être pas d'humidité en surface. C'est normal. L'eau est là où se trouve dans les racines. Dans les 7 jours, les extrémités des racines commenceront à rediriger leur croissance vers l'Ola. Vous ne le verrez pas, mais cela se produit. Dans les 30 jours, les plantes nourries par l'irrigation par Ola montrent une architecture racinaire mesurablement plus profonde que les plantes témoins arrosées en surface. Une étude de l'Université de l'Arizona a mesuré une profondeur de racines de 14 pouces chez des tomates irriguées par Ola contre 6 pouces chez des témoins irrigués au goutte à goutte. Même sol, même graines, même ensoleillement. 14 pouces contre 6. Des racines plus profondes signifient une tolérance à la sécheresse. Elles signifient un accès aux minéraux du sous-sol. Elles signifient une plante qui survit à un arrosage manqué sans se flétrir. Vous ne vous contentez pas d'arroser une plante. Vous entraînez un système racinaire à survivre. Ce que vous venez d'installer est l'un des composants d'un système en 3 parties. La plupart des jardiniers s'arrêtent à une seule couche. Ils mettent l'Ola et considèrent que c'est terminé. Cela fonctionne. Mais ce n'est pas la conception complète. La conception complète comporte 3 niveaux. Chacun résout un problème physique différent. Chacun multiplie l'effet des autres. Ensemble, ils créent un environnement d'humidité autorégulé qui nécessite moins d'intervention humaine que n'importe quel système d'irrigation moderne sur le marché. Voici comment fonctionne chaque niveau. Niveau 1. Mécanisme d'eau souterrain. Vous connaissez déjà le mécanisme. L'eau se déplace à travers la paroi en terre cuite non vernissée par tension capillaire. Le sol l'attire. L'Ola la libère. Le rythme est automatique. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent à propos du niveau 1. La profondeur de placement compte plus que la fréquence de remplissage. Le fond de l'Ola doit se situer à 6 pouces sous la surface du sol. Pas 4, pas 8. 6 pouces placent la paroi suintante directement à l'intérieur de la zone de développement racinaire primaire pour la plupart des légumes annuels. La zone entre 4 et 10 pouces où les racines nourricières se concentrent dans un sol bien structuré. Si l'Ola est placée trop près de la surface, à 3 ou 4 pouces, le bulbe d'humidité qu'elle crée chevauche la zone d'évaporation. Vous perdez en efficacité. L'humidité de surface apparaît. Les mauvaises herbes germent. Si l'Ola est à placer trop profondément, à 9 ou 10 pouces, l'eau est distribuée en dessous de la zone des racines nourricières des jeunes plants repiqués. Les semis dans leurs 14 premiers jours ne peuvent pas y accéder. Vous obtenez un stress de transplantation malgré une Ola pleine. 6 pouces est la profondeur calibrée. Ce n'est pas arbitraire. Une étude de 2011 du Centre international de recherche agricole dans les zones arides a mesuré la profondeur de placement des Ola par rapport au rendement des cultures de poivrons sur 3 types de sols. Le placement à 6 pouces a surpassé les placements à 4 pouces et à 8 pouces dans les 3 types de sols, avec une marge de rendement moyenne de 28%. 28% de nourriture en plus, avec la même eau, avec la même graine, juste grâce à une profondeur de placement correcte. Le niveau 1 atteint son plein fonctionnement dans les 24 heures suivant le premier remplissage. Le bulbe d'humidité se stabilise dans les 72 heures. Remplissez tous les 3 à 5 jours en été, tous les 7 à 10 jours au printemps et en automne. Niveau 2, couverture de surface. L'Ola gère la distribution souterraine, mais la surface du sol est toujours exposée. Une surface de sol exposée au soleil d'été perd de l'humidité en continu. À 85 degrés Fahrenheit,
Un sol nu évapore environ 0,2 pouces d'humidité par jour sur les 2 premiers pouces. Sur un mois de 30 jours, cela représente 6 pouces d'humidité attirés vers le haut et perdus dans l'atmosphère. Une humidité que votre Ola a travaillé à distribuer par le bas. Vous remplissez un seau percé par le haut. Le niveau 2 bouche ce trou. Le matériau est du paillis de copeaux de bois. Pas des pépites d'écorce. Pas du paillis commercial teint. Des copeaux de bois d'arboriculteurs. Le genre qui inclut des feuilles, du cambium et des fibres ligneuses de différentes tailles de particules. Le genre qui ne coûte rien. La plupart des services municipaux d'entretien des arbres livreront un chargement de camions gratuitement. Certaines régions disposent de plateformes en ligne où les arboriculteurs proposeront des chargements de copeaux gratuits pour éviter les frais d'élimination. Profondeur d'application, 3 à 4 pouces sur toute la surface de la plate-bande. Ne paillez pas directement contre les tiges des plantes. Laissez une zone dégagée de 2 pouces autour de la base de chaque tige pour éviter la pourriture du collet. Une étude de 2015 de l'Université d'État de l'Oregon a mesuré la rétention d'humidité du sol sous différents types et profondeurs de paillis. Le paillis de copeaux de bois à une profondeur de 3 pouces a réduit l'évaporation de surface de 70% par rapport à un sol nu. À une profondeur de 4 pouces, ce chiffre est passé à 78%. 78% de votre perte par évaporation, éliminée. Le paillis modère également la température du sol. Sous 4 pouces de paillis de copeaux de bois, la température du sol à 2 pouces de profondeur reste à moins de 8 degrés du minimum nocturne, même lorsque la température de l'air atteint 100 degrés. Les racines ne subissent pas de stress thermique. La biologie du sol reste active. Les populations microbiennes qui s'effondreraient sous des conditions estivales de sol nu continuent de fonctionner. Le paillis n'est pas une décoration, c'est une isolation. C'est un joint d'étanchéité contre l'humidité. Et c'est le mécanisme de distribution pour le niveau 3. Le niveau 2 commence à fonctionner immédiatement après l'application. Le bénéfice complet de rétention d'humidité est mesurable dans les 48 heures. Le paillis se décompose sur 12 à 18 mois et doit être complété chaque année. Niveau 3, activation de la biologie du sol. C'est le niveau que le jardinage moderne ignore presque complètement. Et c'est le niveau qui rend tout le reste permanent. Sous le paillis, un processus biologique commence dans les 30 jours suivant l'installation, qui modifie fondamentalement la façon dont votre sol déplace et retient l'eau. Il ne nécessite aucun apport supplémentaire. Il nécessite seulement que vous arrêtiez de faire 2 choses, que nous aborderons dans la section suivante. Voici le mécanisme. Le paillis de copeaux de bois en contact avec un sol vivant est colonisé par des réseaux fongiques, spécifiquement par des champignons saprophytes qui décomposent notamment le carbone ligneux. Ces champignons étendent des structures filiformes appelées hyphes dans le sol en dessous. Les hyphes ont un diamètre compris entre 2 et 10 microns. Ils pénètrent dans des espaces poreux auxquels les racines des plantes ne peuvent pas accéder. Ils redistribuent l'humidité latéralement, transportant l'eau des zones à forte saturation vers les zones à faible saturation, fonctionnant comme un réseau d'irrigation secondaire qui opère 24 heures sur 24 sans intervention humaine. Ce n'est pas une théorie marginale. Une étude de 2017, publiée dans la revue Soil Biology and Biochemistry, a mesuré le transport de l'eau par les hyphes fongiques dans des sols limoneux amendés avec du paillis de copeaux de bois. Les chercheurs ont découvert que les réseaux d'hyphes actifs augmentaient l'humidité disponible du sol dans le rayon environnant de 8 pouces de 31% par rapport aux témoins non amendés, sans aucun apport d'eau supplémentaire. 31% d'humidité disponible en plus, grâce à la biologie seule. Les champignons produisent également un composé appelé glomaline, une glycoprotéine qui enrobe les particules de sol et augmente leur capacité à former des agrégats. Un sol agrégé a une porosité plus élevée. Une porosité plus élevée signifie une plus grande capacité capillaire. Une plus grande capacité capillaire signifie que le bulbe d'humidité de votre Ola va plus loin, dure plus longtemps et perd moins d'eau par drainage gravitaire. La biologie améliore la plomberie, et cela s'accumule avec le temps. La première année, le réseau fongique s'établit. La deuxième année, il s'étend. À la troisième année, une plate-bande biblique bien entretenue déplace et retient l'eau d'une manière qui nécessiterait des milliers de dollars d'infrastructures d'irrigation conçues par des ingénieurs pour être reproduites mécaniquement.
Les anciens agriculteurs ne connaissaient pas le mot glomaline, mais ils savaient qu'un sol nourri avec des matières organiques de surface devenait plus sombre, plus riche et plus apte à retenir l'eau à chaque saison qui passait. Ils appelaient cela une bénédiction. Nous appelons cela l'accumulation de matière organique du sol. Le mécanisme est le même. La colonisation fongique du niveau 3 commence dans les 14 à 21 jours, suivant l'application du paillis dans un sol chaud, au-dessus de 55 degrés Fahrenheit. Le bénéfice mesurable sur l'humidité est détectable dans les 30 jours. Établissement complet du réseau à la fin de la première saison. Bénéfice cumulatif à partir de la deuxième saison. 3 niveaux. L'un gère la distribution. L'un gère la perte. L'un gère la capacité. Retirez l'un d'entre eux et le système fonctionne toujours, mais avec une efficacité réduite. Gardez les trois et vous obtenez ce que les agriculteurs nabatéens avaient. Un jardin qui s'arrose en grande partie tout seul, construit à partir d'un pot, de quelques copeaux de bois et de la biologie que Dieu a mise dans la terre au commencement. Il y a une habitude d'arrosage qui sape tout dans ce système. C'est l'habitude d'arrosage la plus courante dans le jardin moderne. Et il y a de fortes chances que vous la pratiquiez en ce moment même. L'arrosage superficiel fréquent, la pratique consistant à appliquer de petites quantités d'eau à la surface du sol, tous les jours ou tous les 2 jours, dans des quantités qui ne pénètrent pas à plus de 2 à 3 pouces de profondeur. Cela semble responsable. Cela semble attentif. Cela ressemble à du soin. Ce n'est pas du soin. C'est apprendre à vos plantes à être impuissantes. Voici ce qui se passe à l'intérieur du sol lorsque vous arrosez superficiellement et fréquemment. L'eau pénètre dans les 2 à 3 premiers pouces. Le système racinaire détecte l'humidité à cette profondeur. La croissance des racines suit l'humidité. C'est ce qu'on appelle l'hydrotropisme, la croissance directionnelle des racines vers les sources d'eau. Ce n'est pas une préférence, c'est un impératif biologique. Les racines vont là où se trouve l'eau. Si l'eau est toujours à 2 pouces, les racines se concentrent à 2 pouces. Un système racinaire concentré à 2 pouces vit à l'intérieur de la zone d'évaporation. La même zone qui perd 0,2 pouces d'humidité par jour dans l'atmosphère sous la chaleur estivale. La même zone qui atteint 130 degrés Fahrenheit à la surface du sol lors d'une journée à 95 degrés. La même zone qui se dessèche en poussière dans les 36 heures suivant votre dernier arrosage. Vous n'avez pas cultivé un jardin, vous avez cultivé un être dépendant. Une plante dont l'approvisionnement en eau tout entier repose dans la couche la plus volatile, la plus exposée et la plus peu fiable de tout votre profil de sol. Une plante qui commence à se flétrir dans les 24 heures suivant un arrosage manqué. Une plante qui ne peut pas survivre à des vacances, à une panne de courant ou à un programmateur d'irrigation cassé. Ce n'est pas de la résilience, c'est de la fragilité fabriquée. La recherche à ce sujet n'est pas ambiguë. Une étude de 1998 menée par le service de vulgarisation de l'Université d'État du Kansas a mesuré la distribution de la profondeur des racines chez des plants de tomates sous 3 régimes d'irrigation. Un arrosage de surface superficielle quotidien à raison de 0,25 pouces par application, un arrosage de surface en profondeur tous les 3 jours à raison de 0,75 pouces par application et une irrigation souterraine par Ola remplie chaque semaine. Résultat, à 60 jours, l'arrosage superficiel quotidien a produit une profondeur racinaire maximale moyenne de 4,3 pouces. 87% de la masse racinaire était concentrée dans les 3 premiers pouces du sol. L'arrosage en profondeur tous les 3 jours a produit une profondeur racinaire maximale moyenne de 7,1 pouces. 64% de la masse racinaire dans les 3 premiers pouces. L'irrigation hebdomadaire, par Ola, a produit une profondeur racinaire maximale moyenne de 13,8 pouces. Seulement 29% de la masse racinaire dans les 3 premiers pouces. Même plante, même sol, même ensoleillement. La seule variable était l'endroit où l'eau était distribuée. Les plantes irriguées par Ola n'étaient pas seulement plus tolérantes à la sécheresse. Elles accédaient à une couche de sol complètement différente. Une couche riche en minéraux du sous-sol que les plantes arrosées en surface n'ont jamais atteinte. Les chercheurs de l'État du Kansas ont noté que les tomates irriguées par Ola présentaient une teneur en calcium et en magnésium mesurablement plus élevée dans l'analyse des tissus foliaires. Non pas parce que plus d'engrais avaient été appliqués, mais parce que des racines plus profondes accédaient
à des minéraux que les racines de surface ne contactaient jamais. Une eau plus profonde, des racines plus profondes, une nutrition plus profonde. La plante devient ce que l'eau lui apprend à être. Il y a un verset qui parle directement de cela. Jérémie 17, 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point quand la chaleur vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Remarquez ce que Jérémie ne dit pas. Il ne dit pas que l'arbre est arrosé par le haut. Il ne dit pas que l'arbre est aspergé. Il dit que l'arbre étend ses racines vers la source d'eau. La racine se déplace vers l'eau ne se déplace pas vers la racine. Ce n'est pas une image passive, c'est un processus biologique actif et directionnel. L'hydrotropisme décrit avec une précision agricole 2600 ans avant que le terme n'existe. Et remarquez le résultat. Il ne craint pas quand la chaleur vient. Le feuillage reste vert. Il ne cesse de porter du fruit pendant la sécheresse. Ce n'est pas un arbre spirituellement résilient. C'est un arbre physiquement résilient. Un arbre dont l'architecture racinaire a été construite assez profondément pour accéder à une humidité que l'évaporation de surface ne peut pas atteindre. La peur, l'anxiété, l'arrêt de la fructification, ce ne sont pas des états émotionnels. Ce sont les symptômes physiologiques d'une plante à enracinement superficiel en période de sécheresse. Jérémie décrivait deux systèmes racinaires. L'un construit par une eau de surface superficielle, l'autre construit par une humidité profonde et constante. L'un échoue sous la chaleur, l'autre non. La différence n'est pas la plante. La différence est l'endroit où vous mettez l'eau. L'irrigation goutte à goutte moderne, le système vendu comme efficace, comme progressiste, comme le choix responsable, distribue l'eau à la surface du sol ou juste en dessous. Les goutteurs standards mouillent les 4 à 6 premiers pouces. Les lignes de goutte à goutte souterraines haut de gamme sont installées à 6 à 12 pouces et coûtent entre $800 et $2400 pour 1000 pieds carrés installés. Ils se rapprochent de ce que fait une Ola. Pour $3, l'habitude moderne n'est pas seulement inefficace, c'est une inefficacité coûteuse. Et elle produit exactement l'architecture racinaire superficielle, fragile et dépendante de la sécheresse que l'arbre de Jérémie a été conçu pour éviter. Vous pouvez rompre cette habitude aujourd'hui. Arrêtez d'arroser la surface. Mettez l'eau là où les racines doivent aller et laissez les racines la suivre vers le bas. Mettons des chiffres sur la table. Pas des estimations, pas des approximations. De vrais chiffres provenant de vrais systèmes. Un système d'irrigation goutte à goutte résidentiel standard pour une plate-bande surélevée de 4 pieds sur 8. Le genre vendu dans les grandes surfaces de bricolage sous forme de kit complet coûte entre $45 et $95 rien que pour le matériel. Cela comprend le tuyau principal, les têtes de goutteur, le régulateur de pression, le filtre, le programmateur et les raccords. Temps d'installation, 2 à 4 heures pour un installateur novice. Durée de vie, 3 à 5 ans avant que la dégradation des tuyaux par les UV ne nécessite un remplacement. Les têtes de goutteur se bouchent avec des dépôts minéraux en 18 à 24 mois dans les régions où l'eau est dure, ce qui inclut la majeure partie du sud-ouest, du Midwest et de l'ouest montagneux américain. Un goutteur bouché ne fournit aucune eau à la plante qu'il dessert. Il tombe en panne silencieusement. Souvent, vous ne le savez pas jusqu'à ce que la plante soit déjà stressée. Coût d'entretien annuel, $12 à $30 pour le remplacement des goutteurs, les rustines de tuyaux et le nettoyage des filtres. Efficacité de l'eau, 60 à 70% de l'eau appliquée atteint la zone racinaire dans des conditions idéales. Dans la chaleur estivale, cela tombe à 50 à 55%. Électricité requise. Oui, pour le programmateur. Le remplacement des piles tous les 12 mois ajoute $6 à $12 par programmateur. Coût total sur 5 ans pour une plate-bande de 4 pieds sur 8. Système initial, $65 en moyenne. Entretien annuel sur 5 ans, $100. Remplacement à la 5e année, $65. Coût des piles sur 5 ans, $40. Total, environ $270 sur 5 ans. Et à la 5e année, vous recommencez. Le plastique se dégrade. Le programmateur se corrode. Le tuyau se fissure. Vous le rachetez. 3 Ola pour une plate-bande de 4 pieds sur 8. Chaque Ola, $2,50 en moyenne,
pour un pot en terre cuite non vernissée de 6 pouces plus une soucoupe. Mastic de plombier pour sceller les trous de drainage, 3 $ pour un pot qui scelle 40 pots, environ 0,08 $ par hola. Coût total des matériaux, 7,74 $. Temps d'installation, 36 minutes. Paillis de copeaux de bois pour la même surface de plate-bande, 4 pouces d'épaisseur sur 32 pieds carrés, gratuit dans la plupart des régions auprès des services d'élagage municipaux ou des dépôts d'arboriculteurs. Durée de vie de la terre cuite, indéfinie dans des conditions normales d'utilisation. Les archéologues récupèrent des olas intacts sur des sites vieux de 4000 ans. Un pot enterré dans la terre du jardin et manipulé avec un soin de base ne se dégrade pas. Il ne se fissure pas sous l'effet des UV. Il ne se bouge pas. Il n'a pas de pièce mobile. Il n'a pas de pile. Il n'a pas de programmateur. Il n'a pas de mode de défaillance. Coût d'entretien annuel, 0. Remplir d'eau tous les 3 à 7 jours. Ce n'est pas de l'entretien. C'est de l'utilisation. Efficacité de l'eau, plus de 86% de l'eau appliquée atteint la zone racinaire. 0 évaporation de surface depuis le mécanisme de distribution. 0 ruissellement. Électricité requise, aucune. Coût total sur 5 ans pour une plate-bande de 4 pieds sur 8, 7,60 $. Le système moderne coûte 35 fois plus cher sur 5 ans. 35 fois, pour un système qui est moins efficace, moins durable et plus susceptible de tomber en panne silencieusement pendant que vos plantes souffrent. Maintenant, mettez cela à l'échelle. Le potager familial américain, moyen, mesure environ 600 pieds carrés. Cela nécessite environ 50 $ entièrement installés, pour un coût matériel total de moins de 130 $. Une seule fois. Pas de remplacement. Pas d'entretien. Pas d'électricité. Un système de goutte-à-goutte souterrain installé par des professionnels pour 600 pieds carrés coûte entre 1 800 $ et 4 500 $ selon la région et l'installateur. Il nécessitera un remplacement partiel dans les 5 ans, un remplacement complet dans les 10 ans. Sur une période de 10 ans, le système de goutte-à-goutte professionnel coûte entre 3 600 $ et 9 000 $. Le système d'OLAS coûte 130 $ et il est plus performant, pas marginalement meilleur, mesurablement, constamment, de façon permanente meilleure, car son efficacité augmente avec le temps, à mesure que la biologie du sol se développe sous la couche de paillis, tandis que l'efficacité du système de goutte à goutte diminue avec le temps, à mesure que les composants se dégradent. Un système vieillit en s'affaiblissant, l'autre vieillit en se renforçant. Il y a un autre chiffre qui mérite d'être mentionné. L'eau. Un jardin de 600 pieds carrés, irrigué par un arroseur de surface conventionnel, utilise environ 1500 gallons par semaine pendant le pic de l'été dans un climat chaud. Le même jardin irrigué par des olas utilise environ 450 gallons par semaine. C'est une réduction de 1050 gallons par semaine. Sur une saison de croissance de 20 semaines, cela représente 21 000 gallons économisés par an, par jardin. À un tarif d'eau municipal moyen de 0,05 $ par gallon, cela représente 105 $ économisés annuellement, rien que sur l'eau. Dans les municipalités soumises à des restrictions de sécheresse, où une tarification progressive s'applique, les économies peuvent atteindre 300 $ à 400 $ par saison. Le système s'amortit dès le premier été, et puis il continue de rapporter, chaque saison, sans remplacement, sans entretien, sans électricité, aussi longtemps que vous choisirez de jardiner. Le psaume 1:3 décrit l'homme juste comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Pas un arbre qui est arrosé, un arbre qui est planté près de l'eau. Le positionnement est intentionnel. L'arbre ne reçoit pas l'eau passivement par le haut. Il est placé à proximité délibérée d'une source constante, profonde et fiable. Ses racines trouvent cette source. Elles poussent vers elle. Elles s'y ancrent. Et grâce à cette architecture, construite lentement, construite en profondeur, construite correctement, la feuille ne se flétrit pas, ni en été, ni pendant la sécheresse, ni l'année où les pluies ne viennent pas. Le flétrissement n'est pas évité par plus d'eau appliquée plus souvent. Il est évité par la profondeur des racines. Ce que nous avons couvert aujourd'hui n'est pas compliqué. C'est ancien. Il y a une différence. Les choses compliquées nécessitent une expertise pour être entretenues,
Elle nécessite des pièces de rechange, des connaissances techniques et un apport financier continu. Elles se dégradent. Elles tombent en panne. Elles ont besoin de vous. Les choses anciennes, les choses qui ont survécu à 4 millénaires d'utilisation à travers de multiples continents et civilisations, sont simples par nécessité. La complexité ne survit pas 4000 ans. Seul ce qui fonctionne survit. Lola fonctionne. Le paillis fonctionne. La biologie fonctionne. Non pas parce que quelqu'un les a récemment découverts, parce qu'ils n'ont jamais eu tort pour commencer. Voici ce que je veux que vous fassiez cette semaine. Choisissez une plate-bande. Une seule. 4 pieds sur 8 pieds si vous en avez une. Plus petite si vous n'en avez pas. Faites le test du bocal. Faites le test de compactage. Notez ce que vous trouvez. Allez à votre quincaillerie ou jardinerie locale. Achetez 3 pots en terre cuite non vernissée, de 6 pouces de diamètre. Achetez un petit pot de mastic de plombier. Dépensez 11 $. Installez les 3 zolas à 6 pouces de profondeur. Appliquez 3 à 4 pouces de paillis de copeaux de bois sur la surface. Remplissez les zolas. Placez les couvercles des soucoupes par-dessus, puis reculez. N'arrosez pas la surface. N'ajustez rien. N'intervenez pas. Revenez dans 7 jours et regardez vos plantes. Puis revenez dans 30 jours et regardez vos racines. Ce que vous trouverez dans ce sol à 30 jours vous en dira plus sur l'eau, les racines et la conception que tout ce que je pourrais dire dans une vidéo. Le sol vous le montrera. Il le fait toujours. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, un chiffre, un mécanisme, un test que vous pouvez faire aujourd'hui, envisagez de vous abonner. De nouvelles vidéos sortent chaque semaine. Chacune suit la même approche. Les écritures, la science, le sol. Aucun produit à vendre. Aucune idéologie à imposer. Juste les connaissances agricoles les plus anciennes sur Terre. Examinez attentivement et appliquez de manière pratique. Si vous avez déjà installé des zolas dans votre jardin, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi votre type de sol. Argile, sable, limon, amandé, indigène. Peu importe avec quoi vous travaillez, je lis chaque commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui dépense 300 $ par saison pour arroser son jardin par le haut, partagez cette vidéo avec lui. Pas pour le convaincre de quoi que ce soit, juste pour lui donner le chiffre. 3 $ et 4000 ans de preuves que cela fonctionne. Les voies anciennes ne sont pas primitives, elles ont fait leurs preuves.